Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureuses de vous retrouver, Marthe, Isabelle, pour vous parler donc aujourd'hui d'un nouveau sujet pour une conférence en ligne justement du Musée des Augustins. Alors le Oui, sujet du jour, Marthe. réalisme et impressionnisme. Voilà, donc on va vous parler de ces 2 mouvements, de ces 2 courants, qui sont très, très importants dans la seconde moitié du 19e siècle et tous les 2 s'expriment bien dans le salon rouge du musée des Augustins. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 2 courants se libèrent vraiment de la dictature académique, hein, et du beau antique et classique qui étaient les normes pendant très, très longtemps, pour justement peindre des sujets totalement nouveaux, avec une technique plutôt moderne, en ce qui concerne en tout cas l'impressionnisme. Alors, c'est aussi important de dire que ces courants vont naître et voir le jour au cœur d'une société qui sera en pleine mutation au 19e siècle, et on va vous en parler d'ailleurs. C'est vrai. On va vous parler en fait d'une peinture qui est un petit peu en rupture avec les sujets romantiques, sentimentaux, qui est également en rupture avec les tableaux de bataille, avec ce caractère épique hein, qu'on ne retrouvera pas. Et c'est vrai que on a un mouvement artistique qui naît au départ par la littérature. Des gens comme Zola, des gens comme Hugo vont proposer ces nouveaux sujets. Alors ces nouveaux sujets, c'est donc la rudesse des conditions de vie des gens du peuple. Hein. Cet art donc engagé qu'est le réalisme représente vraiment les gens du peuple dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que nous sommes à une époque où les idéaux socialistes voient le jour. Et ceci va inspirer donc les peintres réalistes et les sujets réalistes. Et ça, c'est une modernité. Exactement, et on va commencer donc avec, comme d'habitude, notre petit partage d'écran pour vous présenter les œuvres du musée. Voilà, donc vous avez un premier tableau sous les yeux réalisé par Alexandre Antigna en 1855. Ici, c'est un tableau qui exprime quelque chose de très difficile, on le comprend et on le voit tout de suite. La palette est froide et monochrome, on voit que la saison est hostile, le cheval est couché, la carriole est baissée. Bon, c'est mauvais signe, hein. La famille est très nombreuse, on compte jusqu'à, Isabelle, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais 6 enfants, voilà, il y a 6 enfants, et donc cette famille est bloquée, hein, dans la neige, et tous sont actifs. Regardez notamment les enfants qui s'activent énormément avec cette petite fille qui ramasse les fagots de bois, les enfants qui font le feu, un autre enfant qui va couvrir ou abriter le grand-père dans la carriole, alors que justement les 2 hommes, eux, semblent totalement désœuvrés, hein. Regardez le père qui pose lourdement sa tête sur ses mains, qui semble totalement désemparé par ce qu'il est en train de se passer. Et puis on a cette femme au centre du tableau, droite tel un pilier, au regard déterminé. Elle symbolise la force, hein, c'est sur elle que tout repose. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Antigna nous parle de l'exode rural, hein, qui commence dès 1840, et c'est une période où on va quitter la campagne pour aller en ville, pour travailler dans les usines, parce qu'on a l'espoir d'une vie meilleure. Et donc, c'est un contexte d'industrialisation, et les peintres réalistes vont en parler à de très nombreuses reprises parce que c'est un sujet qui va les attirer, l'industrialisation et la misère qu'elle entraîne. Et Antigna est très sensible à ce contexte-là. Il veut parler des classes laborieuses, des problèmes des chômeurs, des bouleversements sociaux. C'est un peintre engagé et on le voit ici. Et regardez, il fait de cette femme une allégorie de la force. Elle représente le peuple infatigable dont Antigna veut nous parler. Tout à fait. Alors nous allons quitter cette scène en extérieur pour une scène en intérieur. Cependant, nous gardons l'idée d'une famille et cette fois-ci de son cadre de vie, puisque nous avons donc devant nous une maison et c'est en fait une pièce unique. C'est une cuisine-chambre. Voyez sur la gauche, donc vous avez des carreaux bleus et blancs qui vous parlent du lit. Hein, et puis à droite, vous avez une cheminée très sombre. Donc vous avez une maison qui est extrêmement rustique. Vous avez donc un plafond lourd, ce qui fait que la pièce est sombre. Vous avez des gens dont les vêtements sont tachés. Regardez le tablier de la petite fille en bleu à gauche. Voyez les pieds nus. Voyez où les sabots de bois que porte la grand-mère. Donc plusieurs générations semblent s'entasser donc dans la même maison parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
Alors, la table est un petit peu le pivot de ce Mmh. tableau, puisque vous avez en fait, eh bien, le lit à gauche, la cheminée à droite, je l'ai déjà dit, mais vous avez quand même quelque chose qui, s'organise autour de cette table. Et d'ailleurs, le titre du tableau, c'est le portrait. Alors, le portrait, comment est-ce que nous y venons? Eh bien, justement, à gauche, vous avez la grand-mère qui présente une petite fille à qui? Eh bien, à un jeune peintre qui se trouve sur la droite. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on reconnaît les éléments les attributs du peintre. Vous avez donc sa palette Mmh. posée sur un tabouret, vous avez le châssis d'un tableau, hein, voilà donc comment identifier ce jeune garçon à droite. Et puis vous avez tout un jeu de regard, puisque Mmh. regardez, la vieille dame regarde le peintre, tandis que la femme avec sa chemise blanche au centre est en train de regarder vers la petite fille, tandis que sur la droite, cet homme qui est debout derrière le peintre regarde le travail du peintre. Mmh. Donc vous avez tout ce jeu de regard qui est très intéressant. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourrait vraiment aussi dire que c'est fort inhabituel que d'avoir la présence d'un artiste dans une telle masure. Mais voilà, pour ce sujet donc hautement réaliste. On peut terminer en parlant des couleurs qui piquent le tableau. Vous voyez le fichu jaune de la petite fille, hein, son tablier bleu ciel, et puis hein, également le châle de la grand-mère qui est rouge et blanc et qui viennent un petit peu égayer cet ensemble sombre. Oui, qui me rappelle un petit peu le vêtement, Oui, qu'a et porté oui, Isabelle effectivement, oui. aujourd'hui. Mais abs J'y pense. c'est pas calculé en plus. Alors on continue, pour vous présenter des tableaux qui là deviennent de plus en plus sombres. Alors on a un clair-obscur ici qui est tout à fait intéressant et qui donc permet vraiment, d'accentuer sur l'ambiance, hein, qu'on a dans ces forges. Donc on a 3 personnages, hein, dans le tableau et on a donc 3 générations. Ils travaillent tous, donc ils ont des chemises ouvertes et retournées, donc tout ça pour nous dire la pénibilité du travail et la chaleur, hein, qui doit être présente dans ces forges. Alors regardez à gauche, on a un petit garçon qui va refroidir le métal, on voit qu'il verse de l'eau dans le baquet et puis à droite, on a en fait un adolescent qui Mmh. est en train d'activer un soufflet, hein, qu'on distingue à peine car il se noie dans la pénombre et enfin on a un adulte qui est très probablement le maître de la forge et bien qui est en train de forger le métal. Donc finalement, on a une hiérarchie des tâches en fonction de l'âge et donc on va du travail du plus en plus, pénible en fait en fonction de l'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est de parler de cet enfant qui travaille alors qu'il est tout à fait jeune. Donc l'idée, c'est vraiment de nous parler de la difficulté des conditions de vie de ces générations, qui travaillent toutes ensemble mais qui justement vont travailler comme une entreprise familiale dans un contexte où justement, on l'a dit, c'est l'industrialisation, c'est la standardisation. On a des usines et bien là, on a cette petite entreprise familiale qui lutte et qui résiste pour justement et bien continuer à défendre leur activité malgré le contexte difficile du 19e siècle. Donc voilà, donc dans cette toile charbonneuse, et bien, on nous parle un petit peu de ce contexte-là, de cette difficulté-là. Tout à fait. On va continuer avec cette fois-ci une Oui. sculpture. Une sculpture qui vous propose une scène attendrissante étant donné qu'on a, eh bien, une grande sœur qui est en train d'embrasser un bébé alors que la maman donc lui présente. Ici, eh bien, ce qui frappe, c'est la pauvreté, de, ces gens. Regardez sur l'épaule de la mère le vêtement déchiré, regardez les pieds nus de la mère. Vous avez également, eh bien, une absence totale, bien sûr, de bijoux et la mère est coiffée au plus simple. Donc c'est la nouveauté de ce réalisme, représenter des gens pauvres, hein, ces gens pauvres deviennent le sujet du tableau et les faire exister afin de leur donner une dignité. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de revenir sur le titre, Mmh. puisque si c'est à la porte de l'école, on comprend que, eh bien, la petite fille qui nous tourne le dos est une écolière. Elle a sous son bras droit des livres et elle porte un tablier. C'est intéressant également de donner des éléments de contexte puisqu'on sait que 7 ans avant cette œuvre est passée la loi Jules Ferry, en 1880 exactement, sur l'école obligatoire, gratuite et laïque. Et ça, eh bien, c'est tout à fait intéressant puisque l'école, hein, le savoir, permet une ascension sociale à ces classes donc défavorisées et ces
quelque part pour elle une revanche. Mmh. Donc c'est vrai que, on a là, un propos très important étant donné le contexte. Oui, et on comprend le contexte avec le titre, mais aussi avec le livre que porte la petite fille et le tablier qui a aussi une signification importante. Oui, parce que finalement le tablier va Mmh. uniformiser et bien va gommer Oui. les différences sociales, Mmh. hein, et ça c'est tout un symbole. Oui, tout à fait. Alors, on va continuer avec les sculptures. Cette fois-ci, on avait envie de jouer de comparaison. On vous en montre 2 et moi, je vais commencer par la sculpture qui se trouve à gauche, qui est un plâtre et donc qui nous présente une femme, cette fois-ci, sans vêtements. Donc on n'a aucun indice. On ne peut pas connaître ou comprendre son origine sociale, comme on l'a vu tout à l'heure avec les vêtements déchirés de la famille. Là, ici, on ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on peut voir, c'est le corps de cette femme qui n'est pas du tout idéalisé. On a un corps réaliste, hein, vraiment, c'est-à-dire qu'il est un peu lourd, un peu trapu, il n'est pas élancé dans sa silhouette, la poitrine aussi est lourde, la manière dont elle se tient, un peu avachie. Donc finalement, on a un corps qui nous parle d'une femme tout à fait, eh bien, actuelle, ordinaire, alors que finalement, cette femme, normalement, ne devrait pas l'être, puisqu'il s'agit d'une personne de la mythologie, il s'agit de Diane. Et on le sait parce qu'on a un tout petit indice, même si on n'a pas de vêtements, on a au sommet de sa tête un petit croissant de lune, hein, qui nous montre, en fait, qui nous parle du symbole de Diane. Et puis, à l'époque, elle tenait un arc, parce qu'elle allait tirer, mais là, l'arc est brisé. Donc, on a juste ce petit croissant de lune qui nous parle de cette personne, de ce personnage de la mythologie. Donc, finalement, c'est juste un prétexte, hein. L'artiste, Alexandre Falguière, a juste cherché à parler d'une déesse de la mythologie pour représenter un nu, en fait, pour s'autoriser à parler d'une femme ordinaire et de se parler de ce corps nu tout à fait réaliste, hein, parce qu'elle n'a absolument pas le look d'une déesse, hein, on ne pourrait pas le deviner. Alors, on va, maintenant regarder sur la droite, de l'écran afin de parler de cette œuvre qui a été réalisée une quinzaine d'années avant, donc Diane, dont vient de vous parler Marthe. Alors en fait, regardez comme les codes, Mmh. classiques qui idéalisent sont ici encore présents. Bien qu'il y a un bras levé et l'autre tendu, comme sur l'œuvre de gauche, eh bien, vous avez un traitement, notamment des jambes, qui sont bien plus fuselées. Vous avez une taille qui est plus marquée. Vous avez une poitrine plus haute et qui se tient mieux et qui est plus menue. Vous avez un visage dont les traits sont extrêmement fins et regardez jusqu'aux doigts comment ils sont effilés. Donc bien sûr, ici, vous avez quelque chose qui est un idéal, hein, Mmh. et c'est ça que le réalisme va combattre. On peut dire également que quelle est l'attitude de cette femme à droite? Eh bien, c'est celle de Psyché. Psyché, c'est également ce personnage mythologique qui cherche son amour perdu, Mmh. donc Eros, dans la nuit, aidée par sa petite lampe qu'elle tient donc de la main gauche. Oui. Donc c'était intéressant de, voilà, de comparer ces 2 pour Pareil, bien comprendre ce qui se comment, passe. voilà, et comment un corps, réaliste est traité par rapport Exactement. au canon classique, jusqu'ici. Intérieur, Voilà, antérieur. tout à fait. Alors on retourne à la peinture sombre, mais cette fois-ci nous sommes en extérieur et on vous présente donc ce paysage réalisé par Gustave Courbet, qui est un paysage très sombre et sauvage et donc pas du tout idéalisé. Regardez, déjà, il est très très dense et puis l'horizon est bouché, hein. C'est assez moderne que d'accorder aussi peu de place au ciel. Ce qui est important, c'est cette falaise imposante et écrasante, hein, et qui est d'autant plus impressionnante et juste grâce à la technique du peintre, hein. Courbet, on peut parler d'un peintre matiériste. Il travaille vraiment les couches de peinture à l'aide de couteaux, de truelles et de brosses dures pour justement traduire toute la géologie de ce paysage et nous donner vraiment cette impression de minéralité et de densité. Donc voilà, on a ce paysage très sombre, très lourd, cette masse minérale, cette technique. La palette est réduite, les tons sont opaques. Courbet travaillait aussi ou préparait ses toiles avec du goudron, ce qui donne un aspect vraiment très, très sombre. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce paysage, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a absolument pas, de personnages. Il n'y a pas un petit chien, un animal, un humain qui passerait par là, rien. Voilà, on a juste la nature pour la nature et ça, c'est assez moderne que d'avoir une nature ou un paysage comme sujet principal et unique. Finalement, il n'y a pas d'anecdotique ici, et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est aussi moderne que la technique l'est.
Voilà, donc ça, c'est un beau paysage que Courbet nous présente. Oui, et c'est un paysage qu'il restitue parce qu'il le connaît bien, dans Mmh. la mesure où sa terre natale, c'est Ornans, les gorges de la Brème dans la Franche-Comté, donc c'est vraiment un lieu qui lui est familier. Exactement, c'est une géographie qu'il apprécie et qu'il aime. Oui. Voilà. Alors on va passer donc au visuel suivant avec donc, eh bien, ce buste, réalisé par Auguste Rodin, ce buste de son ami Jean-Paul Laurens, qui est un peintre toulousain. Alors en fait, Rodin est le père de la sculpture réaliste et la réalité de la vieillesse de cet homme, il va la traduire au mieux en nous disant combien justement cet homme est âgé. Regardez son crâne dégarni, ses paupières devenues très fines, ses pommettes saillantes, ses joues qui sont creusées. Il y a également donc les plis tendus du cou. Vous avez des clavicules qui sont très apparentes parce qu'il est un peu décharné. Vous avez cette épaule qui s'avance en avant, l'épaule de droite. Donc c'est un beau vieillard, vibrant, très vivant. Regardez la manière dont les narines sont dilatées, la bouche ouverte. Vous avez ici donc quelque chose qui nous parle de sa vigueur en dépit de son âge. Et c'est vrai que cette œuvre est aidée par la lumière puisqu'elle joue sur le bronze et au fil de la journée, eh bien, la lumière va donc être renvoyée de manière différente. Donc cette vie qui palpite encore vraiment, ce côté tremblé, ça en fait c'est une idée impressionniste. Oui, ce qui nous permet donc de faire la transition et de vous parler de l'impressionnisme, qui parle de ce tremblement, de cette vibration de la vie et de cette lumière. Donc l'impressionnisme, c'est un petit peu l'aboutissement en fait du réalisme, c'est ce qui vient à la suite, mais c'est un art d'extérieur et qui lui va rechercher le vrai, donc non pas dans les sujets qu'on a vus tout à l'heure, mais plutôt le vrai dans la lumière. C'est ça qui est important, c'est ce sujet-là, c'est la lumière. Donc exit le sombre finalement. On va avoir, en tout cas, et on va le voir ensemble, des palettes beaucoup plus claires, des ombres colorées, et donc là, ça change. Ce qui est important aussi, c'est la technique. On va le voir, cette technique moderne, où la touche est parfaitement visible. Les formats sont très souvent plus petits, et les angles de vue vont être un petit peu nouveaux et originaux. En tout cas, c'est un mouvement qui dure qu'une dizaine d'années à peine, entre 1874 et 1886. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a 2 événements qui vont, en tout cas, accélérer la naissance de ce mouvement. Déjà, c'est l'invention de la peinture en tube qui permet donc aux peintres de se déplacer, de peindre à l'extérieur et donc de capter la lumière et toutes ses variations dans sa vérité. Et puis, l'apparition de la photo en 1839, la photographie qui permet justement de capter le réel mieux que jamais. Donc, aucun peintre ne pourra concurrencer l'objectivité de la photographie. Donc, les peintres impressionnistes vont plutôt chercher à traduire un ressenti, des sensations. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on peint, mais plutôt la manière dont ils vont réussir à le peindre. Exactement. Alors on va donc vous proposer ce visuel. Donc il est évident que c'est un tableau du XVIIIe siècle de Guardi, mais eh bien ce petit retour dans le temps est intéressant parce que Guardi quelque part est un précurseur donc du paysage qui tremble et qui vibre, un précurseur de l'impressionnisme. Donc vous avez par exemple au premier plan de ce tableau une eau qui tremble et des reflets sur l'eau, et puis des petites notations blanches qui disent l'écume de l'eau. Les touches sont rapides, elles sont légères, et nous sommes 100 ans avant l'impressionnisme. Donc on peut dire que la touche de Guardi est avant guardisme. C'est un beau jeu de mots. Oui, je te permets. L'ambiance de ce tableau est une ambiance qui vibre, nous l'avons dit, sur l'eau, mais qui grouille également donc dans les bateaux des gondoliers et également donc au sein de ces échoppes de marchands, au sein de ces embarcations. Donc vous avez une ville certes qui repose sur l'eau, mais la fixité des façades fait d'autant plus ressortir justement ce qui vibre donc à la surface notamment de l'eau. Cette composition donne au ciel une très très grande place, certainement pour nous faire respirer parce que justement l'animation est telle, donc en partie inférieure. Vous avez donc une lumière tout à fait fugitive, puisque en fait le ciel est peut-être menaçant, peut-être un orage couve, mais en tout cas nos yeux sont menés vers eh bien, ce petit pan de mur rose-orangé qui se trouve en dessous de l'arcade du pont du Rialto, que je n'ai pas nommé, mais vous l'avez vu, c'est le nom de ce tableau. Donc nos yeux sont guidés vers cette lumière
qui tient encore et qui se reflète dans l'eau, mais qui va peut-être, donc d'une manière extrêmement, donc rapide, eh bien céder la place à l'obscurité. Mais Guardi aura saisi ce moment-là, donc en impressionniste avant l'heure. Voilà, c'était cette petite parenthèse-là pour, effectivement, vous parler de ce qui se faisait avant l'impressionnisme. Mais là, on retourne donc au 19e siècle, on est dans cette période impressionniste et on va vous parler de Corot, hein, qui est une figure très, très importante pour ce mouvement parce que c'est un des premiers à justement aller à l'extérieur, peindre sur motif. Donc, voilà, il lance un petit peu le mouvement. Et ici, on retrouve cette fabuleuse étude de la lumière. Regardez ce soleil, cette pointe orange au fond du tableau. Donc c'est la fin du jour ou le début du jour. Alors ça, c'est l'éternel débat au musée des Augustins, hein. On ne sait pas si le soleil se couche ou s'il se lève, mais c'est là toute la poésie du tableau. C'est un mouvement qui va basculer, un moment, pardon, qui va basculer, hein. Voilà, on est dans cette furtivité aussi. Donc, on retrouve également l'idée de vibration. Regardez en bas, au premier plan, toutes ces feuilles et ces tiges et ces herbes fines qui semblent trembler et vibrer. Mais on retrouve également aussi le tremblement dans le ciel, au niveau des nuages. On a l'impression vraiment qu'ils sont comme dans une course, voilà, une course dans le ciel. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, on a également, eh bien, l'idée de la poésie qui se retrouve ici. Donc, on a ce berger qui rentre ou qui sort ses moutons, mais on a cette femme drapée à l'antique au centre, hein, qui est tout à fait, finalement, presque idéalisée, un petit peu classique. Et puis, on a quand même, eh bien, une modernité dans ce tableau, hein, malgré l'antiquité du vêtement de la femme. C'est cet arbre au centre qui vient couper le tableau en deux, hein, vraiment cet arbre qui pourrait être placé sur le côté pour dégager justement le paysage. Eh bien non, Corot le place au centre. Mais ce qui n'est pas tout à fait impressionniste ici, c'est les couleurs. Ce sont les couleurs qui sont plutôt sombres, hein, voilà. On n'est pas encore dans ces palettes colorées que l'on va voir par la suite, mais on a quand même cette idée d'extérieur, cette idée de vent, voilà, cette idée de sensation et de légèreté qui vraiment annonce le mouvement impressionniste. Tout à fait. Alors, on va continuer avec un tableau d'Édouard Manet. Alors, il y a une question qu'on se pose. Oui, est-ce qu'il est impressionniste? Alors, il appartient à la même génération que les impressionnistes, que ce soit Monet, Renoir, etc. Il est ami de ces impressionnistes, mais il n'est pas véritablement un paysagiste, même s'il a fait de très belles plages, hein, si on cite quelques-unes de ses œuvres. Il n'est pas vraiment un paysagiste et il refuse de participer aux expositions des peintres impressionnistes. Donc, il est plus un portraitiste qu'un paysagiste, mais quand on parle de sa peinture, on est obligé d'évoquer les notions impressionnistes, parce que vous voyez, ici, eh bien, il y a une vraie imprécision. Regardez les mains de cette Marguerite de Conflans qui sont donc très peu définies. Il y a donc son profil dans le miroir qui se dérobe, vous voyez, comme si ça n'était pas fini. Et c'est vrai qu'il y a aussi une très grande clarté, puisque en fait, la lumière frappe ce vêtement qui est un vêtement de transparence, hein, qui fait la part belle au blanc-bleu, et le miroir renvoie également la lumière, si bien que la lumière inonde eh bien, cet intérieur. Cette jeune femme est très brune, ce qui tranche justement avec ces tonalités plus adoucies qu'on a tout autour. C'est également assez inattendu, hein, de trouver cet ovale, mais cet ovale dans le format du tableau cherche peut-être à donc comprendre, hein, encore plus de lumière pour justement faire de la lumière un des personnages principaux. Alors on reste dans cette fraîcheur-là, mais on quitte le bleu pour le vert et pour vous parler donc de ce tableau réalisé par Berthe Morisot. Hein, donc on passe du format ovale au format carré, de l'intérieur à l'extérieur. Et donc Berthe Morisot, cette fois-ci, c'est évident, on le sait, c'est une des figures clés de l'impressionnisme. Elle fait partie des membres fondateurs de ce mouvement et donc elle en fait clairement partie. Et donc ici, elle nous propose eh bien, ce portrait, cette jeune fille dans un parc assise sur un banc qui fait corps avec la végétation. Il y a quelque chose de très libre, de très
sauvage ici et de très naturel. Déjà, ses cheveux sont lâchés, hein, ils sont lâchés au vent, donc il y a quelque chose de libre, mais la liberté de ses cheveux nous rappelle un petit peu la liberté des plantes qui sont derrière elle, parce que regardez, c'est peut-être ces roses, ou en tout cas ces fleurs qui sont derrière, et quelques-unes tentent un petit peu de sortir du cadre et de passer à travers les barreaux du banc. Donc il y a cette idée un petit peu sauvage qui est aussi présentée dans la végétation. Donc c'est une femme dont on ne parle pas, le titre ne mentionne pas son identité. L'idée, c'est vraiment de parler de la végétation qui l'entoure, voilà, de cette ambiance très, très fraîche. Et puis, qu'est-ce qui est impressionniste ici? Eh bien, ce sont ces couleurs, cette palette très douce et délicate, mais aussi les touches que l'on peut bien voir au niveau notamment du corsage, ces touches qui ondulent, qui sont très souples et qui se fondent avec sa chevelure. Voilà. Et puis, on a vraiment un format aussi assez inhabituel. Je l'ai dit tout à l'heure, un format carré. Eh bien, c'est pour vraiment laisser autant de place à ce portrait qu'à la végétation qui l'entoure. L'idée, c'est vraiment de traduire en fait une ambiance et un climat, et ça, c'est tout à fait impressionniste. Tout à Ce fait. qu'il est aussi, j'y pense, c'est l'inachèvement. On en a parlé avec Manet un petit peu. Regardez, ses mains ne sont pas tout à fait abouties. Son visage est assez, n'est pas très Simple. détaillé, voilà, assez simple, alors que la végétation va être beaucoup plus étudiée. Mais on est dans cette idée d'inachèvement aussi impressionniste. C'est vrai. Alors, on va garder cette notion de clarté avec cette petite nature morte de Eugène Duren. Alors, vous voyez qu'on est au tout début du XXe siècle et on est dans ce courant post-impressionniste, mais qui maintient, qui conserve la clarté de l'impressionnisme, hein, ce caractère fondu, hein, presque duveteux, en tout cas cette palette très pastel. Donc, c'est une scène d'intérieur qui est aussi claire que si nous étions en extérieur. Et voyez la nappe, hein, qui est comme un jardin fleuri, les tasses et la théière, hein, dont la blancheur est celle de la neige, hein, c'est la blancheur de la porcelaine, et sur la théière, vous notez les motifs chinois, hein, des personnages. Et puis vous avez ce papier peint derrière qui nous emporte ailleurs. Pourquoi? Parce que les femmes qui se promènent dans ce papier peint sont en kimono. Donc, c'est le nouveau courant artistique à la mode, ce japonisme, hein, qui est porté par la vogue des estampes, estampes qui circulent beaucoup. Et vous avez également cette perspective écrasée, justement, que l'Occident va intégrer, hein, et qui nous vient donc d'Asie. Alors, la composition, hein, fait la part belle à la clarté, je l'ai déjà dit, mais vous voyez, en fait, le vase sombre, il vient trancher pour renforcer encore cette clarté. Et il fait la jonction, je dirais, entre l'heure du thé et puis le voyage en Orient, Oui, puisqu'on va du bas vers le haut. c'est poétique et exotique. En tout cas, ça nous donne envie de voyager un petit peu. Alors, on va terminer avec un dernier peintre dont on va vous présenter 2 œuvres. Donc la première ici s'intitule Beauté. Donc il s'agit d'Henri Martin, c'est un peintre local et toulousain. On retrouve beaucoup d'œuvres d'Henri Martin au premier étage du Capitole, de la salle du Capitole. Alors, c'est un peintre post-impressionniste. Regardez, nous sommes en 1900, donc on arrive dans le XXe siècle. Donc c'est après l'impressionnisme, mais c'est un peintre qui va énormément s'intéresser au symbolisme et à l'onirisme. On le comprend très bien ici quand on voit l'ambiance vaporeuse de ce tableau, l'atmosphère de rêve, la couleur violette. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la touche. La touche qui, elle, est impressionniste, voire pointilliste. On va en parler. Regardez cette touche fine et fractionnée, cette touche longue, enfin très très longue et légère au niveau de la jupe, mais qui se transforme en touche en pointillisme en fait à mesure que l'on remonte au niveau de sa poitrine. Et le pointillisme, en fait, c'est vraiment ce qui découle de l'impressionnisme dans les années 1880. Et on a vraiment cette alternance donc de touches de couleurs. C'est un réel jeu optique, puisqu'en fait, ce sont ces touches de couleurs l'une après l'autre qui vont créer une couleur grâce à notre œil. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, ce n'est pas fondu, ce n'est pas mélangé. Et ce qu'on aime bien avec Isabelle, c'est de voir aussi le mouvement de ces touches et de ce petit pointillé, surtout au niveau du nombril, hein, quand on voit vraiment le cercle que les touches forment. Mais en tout cas, on a vraiment une alternance de touches qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon la position ou là où notre regard se pose. C'est vrai. Et on va donc vous proposer ici un dernier visuel, également d'Henri Martin, qui est une étude pour les bords de la Garonne, un tableau qui se trouve, comme le disait Marthe, au Capitole, au premier étage, dans la salle Henri Martin, juste avant la salle des illustres. C'est ça. Vous avez en fait ici un promeneur et notez
combien la touche, évolue encore, Ouais. hein, puisque la touche est plus épaisse, elle est plus marquée, elle semble plus efficace, plus moderne, hein. C'est une touche, matiériste. On pouvait déjà en parler avec Gustave Courbet parce qu'elle est épaisse et si vous voulez, elle est assez proche de celle de Vincent van Gogh, hein. Ouais. Donc, c'est vrai que, ici, on petit à petit, on avance dans le temps. Ouais, c'est une belle manière de terminer en ouvrant sur Van Gogh, Oui, bien sûr. Et puis on va donc revenir vers vous pour pouvoir donc, conclure ensemble et donc, clôturer cette présentation. Vraiment, on a tenté avec, donc tous ces tableaux qui appartiennent, hein, au musée des Augustins, eh bien, on a vraiment tenté de vous parler de ces 2 courants, qui, justement, par les sujets qu'ils évoquent, c'est-à-dire, par exemple, les gens du peuple pour le réalisme, ou la technique qu'ils utilisent, la touche pour mmh. l'impressionnisme notamment, eh bien, ils vont innover. Comment ces 2 courants innovent, comment ils marquent le 19e siècle, voire parfois comment ils le choquent. Oui, parce que ces 2 courants, sont très critiqués et la critique justement va se déchaîner. Mais sur ces 2 courants, eh bien, la peinture du XXe siècle va rebondir pour donner le fauvisme, l'expressionnisme, mais ça, c'est une autre histoire. Tout à fait, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup de Merci, nous avoir suivis et puis, à très vite pour un nouveau sujet et une nouvelle conférence. à bientôt. Au revoir. Au revoir.